Mon rôle aujourd'hui, c'est de parler de la parentalité positive, laxisme. C'est un thème qui sort des chantiers, des congrès médicaux. C'est aussi de la science et c'est aussi des choses que nous avons de plus en plus, on est de plus en plus face à ce genre de questions par les parents. Question numéro 1, mon fils il est hyperactif, mon fils il est trop têtu, mon fils ne veut pas faire ceci, ne veut pas faire cela. On donne des adjectifs à nos enfants, à ses enfants. Et quand vous êtes en consultation, vous n'avez plus les parents que moi je voyais il y a 30 ans quand j'ai démarré ma pédiatrie. Vous avez de nouveaux parents qui veulent que les enfants soient mieux qu'eux et qu'ils soient meilleurs qu'eux. Et meilleurs en tout, hein, en soins, en vêtements, et quelle est la limite de tout ça? Alors, je vais vous parler de ce que c'est que la parentalité positive, parce que de plus en plus de parents s'inscrivent dans des cours sur la parentalité positive, la discipline positive, et donc adoptent des comportements qu'ils pensent bons, et ils sont souvent bons, mais oublient certaines limites à cette façon de faire avec les enfants. Alors la parentalité positive, c'est fascine de plus en plus les parents, mais c'est aussi les pédiatres qui sont face à ces parents, ils sont demandeurs, ils posent des questions. Alors il faut savoir leur répondre. Il faut qu'on soit outillé pour leur répondre. Et dans nos cours dans notre formation en tant que pédiatre, on n'a pas eu de formation sur la parentalité. Même la vaccinologie, on l'a eu dans des DU, etc. Donc je pense que de temps en temps, dans un congrès, parler de ces principes. Quels sont les principes clés de la parentalité positive? Alors le premier, c'est d'abord de se comporter avec nos enfants avec respect et empathie. L'ihtiram. Le respect et empathie, si on fait pas preuve de respect à un enfant, je ne sais pas comment on fait, nous, quand on examine les enfants en cabinet, quand on met un enfant sur la table d'examen, il faut lui dire, est-ce que je peux voir tes oreilles? Respecter son corps. Ne pas venir mettre l'otoscope dans l'oreille, lui expliquer, dire, maintenant je vais voir ton oreille. C'est bon? Je vois son oreille, je vais examiner ton ventre. On va se déshabiller, on explique à l'enfant ce qu'on fait, on respecte son corps. Alors les parents doivent respecter encore plus ce corps avec de l'empathie, en écoutant leurs besoins et leurs émotions. Ils doivent faire de la communication ouverte. Ils doivent encourager la communication avec leurs enfants et le plus simple, c'est de utiliser un langage clair et respectueux toujours. Je sors le mot respectueux tout le temps. Le troisième principe clé, c'est fixation et limites claires. La parentalité, ce n'est pas faire ce qu'on veut, laisser faire l'enfant ce qu'il veut. Lui commencer à tracer les limites. Et les limites doivent être claires. Quand on dit aujourd'hui, on va faire ça, mais on va pas faire ça. Et on explique pourquoi on va pas faire. Et on explique pourquoi on fait. Encourager l'autonomie. Moi, je vois souvent des parents qui, quand on doit passer l'enfant sur la table d'examen, ils le prennent, ils le déshabillent, ils enlèvent les chaussures. Mais laissez-le faire ça lui-même. Laissez-le monter l'escabeau, enlever ses chaussures, laissez-le faire ça lui-même. Moi, je sais pas moi, je vois des mamans comme des bonnes de ces enfants. Ils font tout à leur place. Enlever les chaussures, les déshabiller, et aucune autonomie. Donc, l'encourager à l'autonomie et l'indépendance, parce qu'un jour, il aura à faire face à sa vie, à prendre des décisions. Donc, on doit lui apprendre très tôt à savoir prendre des décisions. Aussi, il faut, quand on se comporte avec nos enfants, quand ils ont des problèmes, il faut pas focaliser sur le problème, mais focaliser sur les solutions. Ils doivent se concentrer sur les solutions créatives. On les laisse imaginer une solution et on voit ce que cette solution est faisable quand ils sont devant le problème A ou B. Et enfin, la pratique de la gratitude. Les parents qui pratiquent la gratitude avec les enfants, en exprimant leur reconnaissance pour tout ce qu'ils font de positif dans la vie, sont différents des parents qui sont là pour juste voir quand est-ce qu'ils font la bêtise. Hein, tu as encore fait ça. T'as pas encore fait ça. Mais quand est-ce que tu vas commencer à faire ça? Alors qu'il faut être dans le mode, c'est bien. Je suis contente, tu as pu faire ça. Tout seul, sans que je te le dise encore une fois.
Quels sont les avantages de la parentalité positive? Je vais donner des exemples. Ça, c'est des principes. On va venir à des exemples plus pratiques. Premier avantage, si on est en... Et moi, j'aimerais bien que vous oubliez le positif et restez dans parentalité. Être parent, c'est être positif. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse mettre avec la parentalité cet adjectif positif. Pour moi, je parle de la parentalité. Donc, l'avantage de cette parentalité, c'est qu'il améliore la relation entre mère-enfant. C'est quoi l'amélioration? C'est créer un environnement positif et soutenant de l'enfant. Développement, le développement émotionnel et social de l'enfant. On développe chez lui l'empathie, la communication, la résolution des conflits et des problèmes. Parce qu'il va être en classe, en cours, avec des copains, en colonie de vacances, et après il va être à la fac, ensuite il va se marier, il va avoir une relation de couple. Tout ça se construit quand ils sont enfants. L'amélioration de l'estime de soi, la parentalité aide les enfants à développer une estime de soi positive en les encourageant et en les soutenant dans leurs efforts. Et enfin, la parentalité réduit le stress et l'anxiété dans la famille. On est moins stressé, il faut moi j'aime bien le slogan, استمتاع التربية هي الاستمتاع ماشي بلا المحن. J'ai oublié le slogan du coup. Je vais le rattraper. التربية بالمنح وليس بالمحن. Réduction de l'anxiété et du stress chez la famille. Alors, quelle est la limite de la parentalité positive telle qu'elle a été conçue par ceux qui ont conçu ce concept? La limite, c'est qu'il y a une confusion entre le principe du time-out et la punition. C'est pas quand est-ce qu'on doit dire à notre enfant non, il ne faut pas. Quand est-ce qu'on peut faire un time-out ou pas? Les limites ne sont pas toujours claires dans la parentalité positive telle qu'elle est faite par les formateurs. Et enfin, les parents deviennent des esclaves et l'enfant roi. Maintenant, je vais donner quelques exemples pour aider à être parent. D'abord, des principes généraux. C'est respecter la dignité. D'abord, le premier exemple, c'est l'estime de soi. L'estime de soi permet de respecter la dignité de l'enfant, l'écouter avec bienveillance, lui montrer notre affection, et valoriser les efforts en insistant sur ses réussites plutôt que ses erreurs, et laisser-le relever ses défis et être un modèle pour lui. Pour qu'un enfant améliore son estime de soi, il ne faut pas qu'on soit le chasseur avec son fusil sur l'épaule, en train de guetter l'erreur, en train de guetter encore la bêtise, en train de guetter encore l'oubli de ceci, l'oubli de cela. Il faut plutôt être dans le mode guetter quand il fait l'acte que vous avez demandé de faire, dire c'est bien, tu sais ranger tes affaires, c'est bien, tu as brossé tes dents sans que je te le dise, excellent. Moi j'aime bien le principe de le regarder, je vais le dire en arabe, le regarder avec l'œil de l'abeille, pas avec l'œil de la mouche pour mes amis qui ne sont pas arabophones. L'abeille, elle est attirée par les fleurs et les mouches, elles sont attirées par tout ce qui est détritus, la pourriture. Donc, regardez-le avec l'œil d'abeille. Regardez-le positivement. Ne regardez pas en votre enfant celui qui est toujours têtu, qui ne vous écoute pas, qui n'en fait qu'à sa tête. Et l'exemple du petit chaton qui se regarde dans le miroir, il se dit oh, moi je suis un lion. C'est comme ça que doivent être vos enfants. C'est des chatons qui croient qu'un jour ils vont être des lions. Si le lion se voit au miroir et se dit moi je suis un chaton, c'est les résultats à long terme ne seront pas bons. Deuxième exemple de comment on va exercer la parentalité, c'est la punition, la mise en place de limites. Là, je vais être un peu plus longue parce que je sais que c'est à ce sujet qu'il y aura des questions. Alors, il est essentiel d'établir des limites pour sécuriser un enfant. Quand un parachutiste est dans l'avion, il est à combien de milliers d'altitude, la porte s'ouvre, il se lance dans le vide. Il n'est pas fou, il a un parachute. Nos enfants, leur parachute,
c'est la relation qu'on a avec eux, la sécurité qu'ils ont. Ils savent qu'ils ont une famille qui les soutient, une famille qui les aime. Et leur parachute, c'est ça ce que vous devez leur donner et les lancer dans la vie sans avoir peur pour eux. La punition, en revanche, elle n'est jamais vraiment efficace. Je sais que vous allez vous dire dans votre tête que ce qu'elle raconte. Moi, quand je crie pas, il ne fait pas. Nous, on a reçu la fessée, on a été et puis on est bien. Oui, mais punir, c'est agir contre l'enfant. Et l'éduquer, c'est agir pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on croit? Que crier, punir, faire peur, c'est une efficacité immédiate. Immédiatement, il va s'exécuter. Faut que tu m'écoutes tout de suite. Faut que tu ramasses ces affaires tout de suite. Je suis le parent, je décide. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité chez cet enfant? Eh ben, d'abord, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous, on libère notre stress. Parce on doit sortir, on a l'heure il faut que je sorte, il faut qu'il s'habille, il faut. Donc, le stress en tant que parent, on le libère. Qu'est-ce qu'on fait? On écrase l'enfant. On s'est déchargé. Et lui, il s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Notre stress a fait que nous n'avons pas été des parents. Nous avons été dans une confrontation. Il est bien plus difficile de respirer, se retirer pour un moment, choisir un temps, car moi je vous le dis parce que j'ai fait ça sur moi, parce que moi j'étais d'une nature assez agressive avec mes enfants et j'ai travaillé sur moi-même et j'ai changé. Et travailler sur soi-même est très important. Mettre des limites sans humilier et parler pour éduquer, pas pour blesser. Donne un autre exemple. Toujours quand on crie, beaucoup de parents, quand je viens de le dire, sous stress, pensent que l'enfant les écoute. L'enfant n'écoute pas. Vous êtes en train de crier. D'abord, quand on crie, on est dans ce modèle. On est debout et l'enfant est en bas. Quand on veut parler à un enfant, on veut installer un changement de comportement, on doit s'installer avec l'enfant. Niveau de sa tête, de ses yeux en face de nous, même niveau, on descend, on s'assoit, on soulève, on le relève à côté de nous, on l'embrasse, pour pouvoir lui parler, lui faire changer un comportement. Alors quand on crie, il n'entend pas les mots, il entend le ton. On n'entend plus? Non. Il n'entend plus rien. Oui, je suis désolée, je fais du cinéma, mais il faut que je transmette ça, tu vois. Alors, il se ferme lui pour se protéger, il se met dans sa coquille, il se protège. Et pourquoi il se tait alors? Il se tait parce qu'il a peur, parce qu'il a compris que vous êtes en colère. Il se fige, il vous regarde, il baisse les yeux, parce qu'il a peur. Et son cerveau est en mode défense. Jamais un enfant, quand vous criez dessus, est en mode d'apprentissage. Il est en mode défense. Il ne vous entend plus. D'ailleurs, même vous, en tant qu'adulte, quand vous êtes devant quelqu'un qui est en train de charger vous n'écoutez plus. Vous êtes en train de réfléchir comment vous défendre. Donc, l'enfant, c'est pire encore. Et c'est de la violence. C'est de la violence et c'est de la violence. C'est pour ça que l'enfant répète encore ce que vous lui avez interdit de faire, parce qu'il n'a pas compris la consigne. Il a seulement entendu le ton, mais il n'est pas dans le mode compréhension, mais il est en mode peur. Alors, comment changer ça? Je crois que les questions vont être sur ça. Comment changer ça? D'abord, il faut que vous remplacez les cris par le calme. Je veux bien. Pas facile. Alors, parce que votre enfant ne vous croit pas quand vous parlez calmement. Lui, il a pris l'habitude de se brosser les dents qu'après que vous ayez crié. Donc, vos demandes, quand vous êtes calme, il va pas les recevoir dans le mode, il va s'exécuter. Donc, vous allez le répéter, vous allez répéter vos ordres, entre guillemets, moi j'aime pas le mot ordre, vous allez les répéter calmement. Lui, il va pas le faire. C'est quand vous allez crier qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que lui, il se dit dans son cerveau, il a mis en place une routine émotionnelle. C'est quoi cette routine émotionnelle? On me demande quelque chose,
J'ignore. Le parent insiste, je repousse. Le parent crie, là je fais. Donc il faut, avec le calme, avec le temps, arriver à ne plus crier, faire passer notre éducation sur un mode calme. Alors complimente de l'autre côté, est-ce qu'on doit complimenter, encourager? Alors plutôt que de complimenter vos enfants, moi quand les parents, quand je fais mon examen, je finis, je dis ah ben t'es un champion. Je dis ah bon, il est un champion, ce qu'il a fait? Ben il m'a laissé examiner ses oreilles, c'est pas pour autant qu'il est un champion. Il faut encourager, mais pas donner des superlatifs qui ne vont pas avec le mode éducation. Au lieu de dire bravo, je suis fier de toi, dites bravo, sois fier de toi. Au lieu de dire tu as eu la meilleure note, lui dire tu as bien travaillé, tu as eu la note que tu mérites. Donc les compliments, les compliments insistent sur le résultat, ils poussent l'enfant à faire de la pression et vouloir encore être le meilleur, et c'est pas bon. Il faut que les encouragements valorisent l'effort pour qu'il continue à faire de l'effort pour aller encore de l'avant. Quatrième exemple, l'écran. On peut pas faire la morale pour l'écran pour les enfants si nous, on est devant l'écran tout le temps. Les enfants miment plus qu'ils n'écoutent. Si vous voulez qu'ils fassent du sport, il faut faire du sport. Si vous voulez qu'ils lisent, il faut que vous lisiez. Donc, quelques recommandations. Ce qu'il faut retenir, se poser la question en tant que parent. Et ça, je vous demande d'avoir en vous ce genre de questionnement pour que vous puissiez les transmettre. Est-ce que je suis la personne que je veux que mes enfants deviennent? Il faut pas perdre de vue que les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent, alors que nous, on doit agir par amour et non pas par obligation. Et notre amour est inconditionnel. Ah, pourquoi t'as eu cette mauvaise note? Je t'aime plus. J'ai eu des parents qui disaient ça à leurs gosses. J'ai vu des parents qui, quand ils ramènent leur gosse, il est en surpoids, elles me posent la question, docteur, vous avez vu, il a grossi, il est devenu gros. J'envoie le petit faire ses urines, je dis, va faire les urines, je ne les ai pas vues, juste pour le sortir, et je parle aux parents, je leur dis, mais comment vous pouvez parler de votre enfant devant moi de cette manière? Il est gros, même s'il est gros, il faut parler avec respect. Il faut pas, il est en pleine construction de sa personnalité, de son estime de soi, c'est pas bon. Et un enfant qui frappe, il ne fait pas par méchanceté. Il fait parce que son esprit, son cerveau c'est un réflexe du cerveau de défense. Et la régulation émotionnelle se fait avec l'âge. Avec l'âge, il apprendra à ne plus crier, à ne plus frapper. Et avant 5 à 6 ans, on a besoin d'un adulte bienveillant et non permissif. L'humiliation verbale et physique, là, je pense, elle est vraiment institutionnelle chez nous. Moi, elle nuit au développement cérébral de l'enfant, et maintenant la neuroscience a prouvé que ça se transmet sur les gènes, l'épigénétique a prouvé que ça se transmet sur des générations. L'empathie et la bienveillance, elles sont essentielles pour le développement émotionnel et mental de nos enfants. Il faut dire aux parents que l'enfant ne leur appartient pas, Allah leur a confié cet enfant pour un temps, et ce temps est précieux. Il ne faut pas qu'il le passe à le façonner, à le mettre dans un moule, le moule qui s'est mis dans sa tête, et absolument le mettre dans ce moule. Il faut qu'on passe le temps à aimer ses enfants, à les écouter et le regarder devenir ce qu'ils sont. Et ce mot amour, moi je pense que il faut qu'il fasse partie de notre façon de faire avec nos enfants, et pousser les parents à reprendre leur rôle d'amour. Alors quand on devient parent, ce qu'on reçoit, c'est de l'amour inconditionnel. Nos enfants nous aiment sans condition, et nous on les aime sans condition. On a la confiance de l'enfant, on a une autorité naturelle sur eux, et on a le droit de les guider, mais en gardant notre rôle de modèle. Qu'est-ce qu'on doit donner? Un cadre sécurisant, le parachute dont je parlais, des limites claires et justes, du respect dans les paroles, l'obligation d'écouter nos enfants quand ils nous parlent, et la responsabilité d'agir avec calme. Ce qu'on n'a pas le droit de faire. Frapper, humilier, crier sans fin, diminuer, rabaisser, ridiculiser. Parce qu'à ce moment-là, nos responsabilités ne sont plus exercées, elles sont abandonnées. Et je vous rappelle un verset coranique et un hadith. Le verset coranique dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim »
Je le traduis à Dr Révol. Dieu ne changera une communauté que lorsqu'ils changeront d'eux-mêmes de l'intérieur. C'est-à-dire que vous devez changer pour que vos enfants changent. Et il n'est jamais trop tard pour faire le changement. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. Celui qui croit en Dieu et en l'au-delà, soit il dit du bien, soit il se la boucle. Moi je dis pas le smut, il se la boucle de notre façon. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Les meilleurs sont ceux qui sont meilleurs pour leur famille. Et moi, je suis le meilleur pour ma famille. Et moi, je voudrais finir par un exemple pratique que j'ai eu en pratique libérale. Je faisais à un moment donné des cours pour les parents et le Covid est venu et j'ai arrêté ces cours pour les parents qui venaient chez moi. Et le Covid est venu, il a changé nos habitudes, je fais plus ces cours. Un jour, il y avait une maman qui avait une cystinose. Sa fille avait une cystinose et j'ai une bienfaitrice qui lui a acheté le médicament. Il venait le prendre de chez moi, il venait prendre chez la pharmacienne du potassium et tout gratuitement. Et la pharmacienne était fermée ils ouvraient, je crois, à 3h30. Et c'était le moment où j'avais le cours. Elle était à côté de ma secrétaire. Elle écoutait ce que je disais aux mamans. Je la revois 2 mois plus tard, la consultation classique de sa fille. Elle m'embrasse. Elle m'a dit, la science est une lumière. Qu'est-ce qu'elle me dit? La science est une lumière. Elle m'embrassait vraiment très fort. Elle m'a dit, je dis, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, parce que j'étais là, pendant que j'attendais que la pharmacie elle ouvre, je t'ai entendu dire à ces femmes, et quelles femmes? Et tu leur disais, faut embrasser vos enfants, il faut quand vous voulez leur parler et leur faire l'éducation passe par des contacts physiques, les câlins, les bisous, les mots doux. Et moi, j'ai jamais embrassé mon fils. Elle avait un fils qui, quand elle faisait quand elle mettait elle était de petite famille modeste, elle gardait la cuisse de poulet pour Khansa, qui était malade. Son fils Moubrab, il faisait toujours prendre un bout de la cuisse. Quand elle la trouve, tu me sais, non, j'ai rien pris. Il est toujours en mode, non, j'ai rien fait. Elle m'a dit qu'elle le tuait elle le frappait, il disait toujours, c'est pas lui. Quand elle est rentrée après le cours, elle a appelé Moussab. Elle l'a mis dans ses bras, elle l'a embrassé, elle lui dit, oui, maman, Malka, maman. Il avait peur, il attendait que les coups arrivent. قلت له لا وليدي كنت عند الطبيبه قالت لي نبوسك ونقول لك راني تنبغيك. Elle lui a dit que elle avait entendu Dr Ombli lui dire que je dois t'embrasser et te dire je t'aime. Alors انا تنبغيك ماما وشوف ولدي من اليوم ما تبقاش تكذب عليا وانا من اليوم ما نبقاش نضربك ولكن اذا درتي شي حاجه قولها لي. Elle m'a dit que cette phrase a transformé son fils et il était en échec scolaire, attention. Il était en échec scolaire. Il était le plus perturbateur de la classe. En échec scolaire. Elle m'a ramené ses résultats à la fin de l'année. Il avait eu une excellente note en maths et il a réussi. Il est je crois, première année de bac cette année. Entre-temps, sa sœur, elle est décédée. On avait une rupture de traitement. Et pour vous dire qu'on peut changer et qu'on doit changer, et que vous, en tant que pédiatre, le regard que vous avez sur ces parents quand ils viennent vous voir pour une angine, pour un vaccin, regardez-les comment ils se comportent avec leurs enfants. Un petit message, une remarque, gentiment, avec bienveillance. Vous n'êtes pas là, le flic, en train de juger les parents. Ne jugez pas les parents. D'accord? Mais restons dans le mode positif. Voilà ce que je voulais vous dire.